Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le dépôt des dossiers pour la présidentielle a démarré ce lundi à la Commission électorale nationale autonome. Le lancement de cette étape du processus électoral a eu lieu ce dimanche. Ouverture du Beauvau de la sécurité ce lundi en France, une concertation nationale voulue par le président Emmanuel Macron. Et puis en Birmanie, l'armée s'est emparée du pouvoir. Elle a proclamé ce matin l'état d'urgence pour une période de 1 an. Bienvenue à toutes et à tous. Enregistrement des déclarations de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Conformément au calendrier électoral, l'opération a démarré ce lundi 1er février et prendra fin le jeudi 4 février. Le lancement du dépôt des dossiers a été fait ce dimanche 31 janvier 2021 par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Suivant. Du 1er au 4 février 2021, tous les candidats potentiels ou leurs représentants sont invités ici même au siège de la Sénat à venir accomplir cette obligation légale prévue par notre code électoral. À la veille du démarrage de cette opération d'enregistrement des déclarations de candidature, il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. À cet effet, et conformément à la loi, la Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures. C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature se déroule en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Dès le lundi 1er février, à partir de 9h,
nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. Séance d'échange et de sensibilisation avec les femmes et les jeunes filles de la commune de Soava sur les violences basées sur le genre, le mariage et les grossesses précoces. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers la direction de la promotion et des affaires sociales de la femme et du genre. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Damien Pedro. Nonobstant les nombreuses actions de sensibilisation et d'information menées sur le terrain par les centres sociaux, le mariage et les grossesses précoces et indésirées demeurent toujours d'actualité dans la commune de Soava. Selon les statistiques du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, la commune de Soava est en alerte rouge en la matière. Selon les données statistiques de SIDOFI, je veux parler du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, en 2020, on dénombre dans la commune de Soava 102 cas de mariage précoce, 79 cas de grossesse précoce, 46 cas de violences sexuelles exercées sur les filles, 108 cas de violences physiques exercées sur les femmes, 59 cas de violences sexuelles exercées sur les femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les droits des femmes et des filles sont violés et leurs aspirations à un avenir meilleur sont détruites. Face à ce tableau sombre, des actions urgentes s'imposent. D'où cette séance d'échange avec la cible concernée sur les violences basées sur le genre, le mariage et les grossesses précoces. C'est une initiative de la direction de la promotion des affaires sociales, de la famille et du genre. Quand on fait le point au niveau de l'Atlantique, au cours de l'année dernière, il y a beaucoup de cas de violences basées sur le genre, et notamment les violences sexuelles qui ont été enregistrées par notre système d'information sur la famille, la femme et l'enfant, le SIDOFE de nouvelle génération. Et quand on en vient également à la question des grossesses précoces et du mariage précoce, vraiment c'est des chiffres qui parlent, qui nous interpellent. Et c'est la raison pour laquelle Madame la ministre a souhaité que nous tenions cette séance d'échange et de discussion avec les femmes, les jeunes filles. Pendant plus de 3 heures de loge, les femmes et les jeunes filles en particulier ont été entretenues sur les différents aspects du phénomène et ses multiples conséquences néfastes. À la fin des échanges, des engagements ont été pris de part et d'autre pour renverser la tendance. Et puis, installation de la deuxième mandature des conseillers communaux et élus de la communauté des communes des langues côtières CCLC. C'était à la salle de conférence de la mairie de Grand Popo en présence des préfets du Mono et du secrétaire général du département de l'Atlantique. Le compte rendu avec Jonas Bouti. La communauté des communes des lagunes côtières est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe les communes d'Abomey-Calavi, Kpomase, Ouida, Komé et Grand Popo. L'installation de la deuxième mandature des conseillers communautaires et élus de cette institution intercommunale est une exhortation des élus communaux des dites localités à une mutualisation des efforts dans la gestion des problèmes de développement, d'environnement et de tourisme pour le bonheur des populations de cette région, une région toute particulière d'après le préfet du Mono. Le territoire des 5 communes que sont Abomey-Calavi, Komé, Grand Popo, Kpomase et Ouida est unique en son genre. C'est le territoire où un fleuve, un lac, une lagune et un océan cohabitent. Leur regroupement en établissement public de coopération intercommunal est aussi singulier en ce sens qu'il chevauche
sur 2 départements, le Mono et l'Atlantique. Le secrétaire général du département de l'Atlantique précise aux membres de la CCLC le rôle qui leur revient dans l'accomplissement de leur mission. Veiller à la protection des ressources naturelles, contribuer à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, œuvrer à la réduction de la pression des activités socio-économiques, initier sur le périmètre intercommunal toute action relative à la protection de l'environnement, à la conservation du patrimoine naturel et du développement de l'écotourisme. Contribuer à la valorisation et à la gestion durable des ressources naturelles du périmètre de la lagune côtière. La deuxième mandature de la communauté des communes des lagunes côtières est présidée par le maire Angelo Arwandino d'Abomey-Calavi. Jocelyn Aïe de Grand Popo est le premier vice-président chargé de la protection de l'environnement et Christian Wetchenou de Ouida est le deuxième vice-président chargé du tourisme. L'actualité hors du continent, ouverture du Beauvau de la sécurité ce lundi en France, une concertation nationale voulue par le chef de l'État. Elle intervient en pleine polémique sur les violences policières, 4 mois d'échanges et de débats qui visent à aboutir à 7 ou 8 propositions pour restaurer la confiance entre forces de l'ordre et les Français. Les syndicats de police restent tout de même méfiants. Former toute la police française en 4 mois d'échange. Voici l'objectif d'Emmanuel Macron et le chantier est de taille car de nombreux débats et polémiques ont secoué la sécurité ces derniers mois. Tout d'abord, la question cruciale, celle des violences policières depuis les nombreux blessés dans les manifestations des Gilets jaunes. Et de nouveau au premier plan avec l'affaire Michel Zecler. Des violences dénoncées à plusieurs reprises lors des mobilisations sociales qui se sont multipliées depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Une contestation qui s'est récemment accentuée à l'occasion des manifestations contre le projet de loi sécurité globale et son article 24 censé protéger les forces de l'ordre en interdisant la diffusion d'images de policiers. Le dialogue s'annonce difficile entre les forces de l'ordre et le chef de l'État qui pourrait faire une apparition lors du Beauvau de la sécurité. Ces derniers ont vivement critiqué les manœuvres d'Emmanuel Macron. On n'a pas besoin d'un énième séminaire, on sort tout juste d'un livre blanc sur la sécurité et on veut nous refaire le coup. Le président a eu quelques paroles malheureuses. Il se dit « je vais faire ça et acheter la paix sociale ». Mais c'est une enfumade politique. Des policiers qui ont eux-mêmes manifesté à plusieurs reprises en 2020 avec des rassemblements symboliques, notamment sur les Champs-Élysées. Le dernier en date remonte à décembre. Une mobilisation suite à une interview du président sur le Média Brut, dans laquelle des membres des forces de l'ordre se sont sentis abandonnés. Au mois de juin, certains d'entre eux se sentaient déjà lâchés par l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La formation des policiers est régulièrement pointée du doigt par les experts et une partie de l'opinion publique. En novembre 2020, Gérald Darmanin reconnaissait lui-même des carences dans le domaine. Il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire quand on embauche un policier, n'était pas une bonne mesure. D'après Gérald Darmanin, 7 ou 8 propositions très fortes devraient aboutir à l'issue des discussions de ce Beauvau de la sécurité. Des idées qui seront ensuite soumises à Emmanuel Macron pour tenter de pacifier les rapports entre les forces de l'ordre et la population. Face au retard de livraison des vaccins, l'Allemagne ou encore l'Italie sont prêts à saisir la justice. Une réunion est organisée ce lundi à Berlin avec les dirigeants de laboratoires. L'Europe leur reproche de ne pas avoir respecté leurs engagements. Des géants pharmaceutiques menacés d'être poursuivis en justice par Berlin. En cause des retards de livraison qui ralentissent la campagne de vaccination dans tout le pays. Les laboratoires sont accusés de ne pas respecter leurs engagements. Un conflit qui pourrait entraîner une riposte de l'État fédéral, comme le précise le ministre de l'économie, Peter Altmaier, dans une interview pour le journal allemand Die Welt. S'il s'avère que des entreprises n'ont pas respecté leurs obligations, nous devrons décider de conséquences judiciaires. Parmi les laboratoires pointés du doigt, AstraZeneca. Le laboratoire britannique a annoncé des retards conséquents et les tensions montent autour du 3e sérum validé par l'Union européenne. Ce samedi, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a annoncé que son gouvernement souhaitait suivre les conseils de leurs experts. Ces derniers doutent de l'efficacité du vaccin britannique sur les personnes de plus de 65 ans, et ce, malgré le feu vert de Bruxelles.
AstraZeneca a une restriction d'âge que les deux autres n'ont pas, de 18 à 64 ans, selon la recommandation de la Commission permanente de vaccination, qui est dirigée par le professeur Mertens. Et bien sûr, nous devons maintenant l'appliquer dans l'ordonnance sur la vaccination. AstraZeneca n'est pourtant pas le seul groupe pharmaceutique dans le collimateur des pays européens. L'Italie a déjà fait part le 20 janvier dernier de son intention d'attaquer le laboratoire américain Pfizer si les retards de livraison venaient à perdurer. Une aubaine pour d'autres vaccins déjà en circulation ailleurs dans le monde. Ce dimanche, Jens Spahn a affirmé dans une interview pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung que d'autres options étaient sur la table. Quel que soit le pays dans lequel un vaccin est fabriqué, s'ils sont sûrs et efficaces, ils peuvent aider à faire face à la pandémie. Ce lundi, une réunion nationale doit se tenir à Berlin. Les autorités allemandes et les fabricants de vaccins seront amenés à discuter de ces retards de livraison afin de trouver une solution. Une pression qui vient s'ajouter à celle exercée par l'Union européenne depuis la fin de la semaine dernière. Au Pérou, les hôpitaux sont au bord de la saturation. Un confinement strict est entré en vigueur ce dimanche, des restrictions qui ne sont pas acceptées par une partie de la population. Le confinement, ils n'en veulent plus. Des centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Lima ce week-end contre le nouveau tour de vis imposé par les autorités. Un confinement de 2 semaines a débuté ce dimanche dans la capitale péruvienne et dans 9 autres régions du pays. Les liaisons aériennes sont également suspendues avec le Brésil et l'Europe, dans le but d'endiguer la propagation de nouveaux variants. Des mesures que certains Péruviens n'acceptent pas. Le premier confinement de mars dernier avait duré plus de 100 jours et laissé 7 millions de personnes au chômage. Un scénario que les travailleurs craignent de revivre. Je viens pour défendre celles et ceux qui perdent leur emploi et ne peuvent pas rapporter du pain à la maison. Je suis une mère célibataire, j'ai 5 enfants et cela me déséquilibre émotionnellement et économiquement. Ce qui se passe, c'est que là, le président nous envoie en quarantaine, mais il doit être intelligent et nous donner un travail. Nous voulons travailler, nous sommes des travailleurs indépendants, nous avons de jeunes enfants à nourrir, ce n'est pas juste. Je n'ai même pas assez d'argent pour vivre 10 jours. Ici, mes frères et sœurs vivent la même chose et nous avons décidé de lutter contre ces dernières mesures jusqu'à ce que le gouvernement écoute notre demande qui est seulement d'être libre de travailler. Et si le président Francisco Sagasti après la décision de reconfiner, c'est parce que le système de santé péruvien est au bord du gouffre. Dans cet hôpital de la capitale, l'unité de soins intensifs est saturée et ne peut faire face à l'afflux grandissant de patients atteints par cette nouvelle vague de contamination. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère, que chacun prenne conscience de ce que nous vivons maintenant. Des gens sont en train de mourir, nous n'avons pas assez de lits disponibles, ni assez de personnel pour nous aider. Le personnel aussi est fatigué, épuisé et malade. Et la seule façon pour les gens de nous aider est de rester chez eux, de respecter une distance physique et de porter le masque. Seuls 8 lits sont actuellement disponibles en soins intensifs dans les hôpitaux de Lima. Et la liste d'attente nationale comporte plus de 1000 patients dans un état grave. Une situation critique alors que le Pérou a déjà enregistré plus de 40 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et puis en Birmanie, l'armée s'est emparée du pouvoir. Elle a proclamé ce matin l'état d'urgence pour une période de 1 an. Elle a également nommé son commandant-chef comme président par intérim. La dirigeante Aung San Suu Kyi a été arrêtée à l'aube, un acte que condamne l'Union européenne. Il est 3 heures du matin à Rangoon, la capitale économique du pays. Les télécommunications sont brouillées quand se répand la nouvelle de l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. Nous avons entendu dire qu'elle est détenue à Naypyidaw. Nous supposons que l'armée est en train d'organiser un coup d'État. Dans la suite de la matinée, lors d'un discours officiel diffusé sur sa chaîne de télévision, l'armée birmane décrète l'état d'urgence pour 1 an et annonce le transfert du pouvoir à son commandant en chef, le général Min Swe. Plusieurs hauts représentants du parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, auraient également été interpellés. Pour l'armée birmane, il s'agit de préserver la stabilité dans le pays. Les militaires dénoncent une fraude lors des élections législatives tenues en novembre dernier, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi. Tamadao, le nom officiel de l'armée birmane, avait mis en garde la semaine dernière contre un possible coup d'État. Tamadao défendra la Constitution contre les organisations nationales ou internationales
qui ne la respectent pas et ne la suivent pas, et qui sont de mauvaise volonté contre la Constitution, parce que Tamatao fait partie de l'État et du public. Nous ne disons pas que Tamatao va prendre le pouvoir, nous ne disons pas qu'il ne le fera pas. Les relations entre les militaires et le gouvernement ont toujours été compliquées. Le pouvoir en Birmanie est partagé par un système hybride, l'armée contrôlant 3 ministères clés dans le pays, l'intérieur, la défense et celui des frontières. Longtemps exilée au Royaume-Uni, Aung San Suu Kyi est retournée au pays en 1988, s'établissant alors comme la principale figure d'opposition face aux militaires. Elle a passé 20 ans en résidence surveillée avant d'être libérée en 2010. Ce lundi matin, l'Australie et les États-Unis ont rapidement appelé l'armée birmane à libérer tous les dirigeants politiques. Le chef de l'ONU a lui fermement condamné l'arrestation de la dame de Rangoon. Ces développements portent un coup dur aux réformes démocratiques en Birmanie. Tous les dirigeants doivent agir dans le plus grand intérêt de la réforme démocratique en Birmanie, s'engager dans un dialogue constructif, s'abstenir de toute violence et respecter pleinement les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'armée birmane a désormais pris possession de l'hôtel de ville de Rangoon, plusieurs camions militaires barricadant le lieu. L'armée promet de nouvelles élections. 10 ans plus tard, cela pourrait signer le retour. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.